Eh bien, parlez-en autour de vous, criez-le pendant le carnaval. La bande AJM est de retour à l'arrobase et aussi sur Maxi Martini et en simultané vidéo sur gtmal.fr. On peut s'applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Merci à vous. Et oui, on remercie notre public qui dîne comme un spectacle en face de nous. Ça me fait plaisir d'être présent auprès de ces personnes. Merci à eux en tout cas. Elles participent activement à l'émission. Elles et X font le buzz chaque semaine dans le paysage audiovisuel de Martinique. Nos chroniqueuses et nos chroniqueurs sont là et bien là. Je vais parler de Andrea Tufano, à la petite. La lutte, une fois, c'est ce qu'on peut dire. Orlan, Diva du Zouk, on peut l'applaudir bien fort, de retour bientôt. Vanille Mouliette, qui revient de métropole un peu de temps aussi. Eleanor Firdos, pareil, il revient dans pas longtemps. Yona Namrit, qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Actif ce soir, on va recevoir du monde, vous allez voir. Mais aussi Jimmy Tomer, Eric Rouget, notre photographe du soir, Léo. Gilles, comment ça va? Passer de gendarme à photographe, c'est bien? C'est pas mal, c'est un changement de métier, mais on fait des photos aussi sur l'angle. Oui, c'est ça. Ouais. Tu nous fais la photo d'habitude, les photos, hein, c'est ça? C'est ça. Je sais pas trop comment. Sans plus cher. Ouais. Et puis, bien sûr, Nicolas, avant qu'on applaudisse bien fort. Merci à lui. Voilà. Toute l'équipe est dirigée par JM de la bande à JM. On peut l'applaudir bien fort, parce que c'est pas évident de travailler avec des chroniqueuses et des chroniqueurs. C'est pas simple, c'est bien dit. Voilà, bon, c'est compliqué, mais on le fait avec. Hein. Merci à nos partenaires fidèles de Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy Martinique, l'Arrobase, le restaurant du spectacle du Casino Batelier Plaza et son chef de cuisine, Alain Trénois, qu'on peut applaudir très fort. C'est des bons repas, donc ils sont en face de nous. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes pour nous recevoir dans ce lieu magique, où presque chaque soir, rappelez-vous, il y a des spectacles. Renseignez-vous sur le site www.casinobatelier.com. Venez donc dîner avec nous mardi sur l'Arrobase et venez assister à notre émission et pourquoi pas discuter avec nous sur les thèmes des futures émissions. Rendez-vous le mardi 6 février d'ailleurs. Vous pouvez donc réserver votre table au 06 96 358 340. 358 340, c'est important. Ce soir, JM bosse encore, comme d'hab. Il reçoit une vraie artiste pleine de conviction, Super Maya, déjà présente sur le plateau. Elle sort ses derniers titres, Besoin de soleil et Poussé sous la lune. On peut l'applaudir bien fort. Super Maya, merci d'être présent. Ça nous fait hyper plaisir de t'avoir. Une jeune artiste douée de talent. Yona Dagnetus, on voit dans un instant lui que Fénira, un homme important pour lui, car il propose Dico Créole, un dictionnaire numérique multilingue en créole, martiniquais, en créole guadeloupéen, et avec bien sûr une traduction en français. Alors ça intéresse vraiment tout le monde, hein, tous ceux qui arrivent sur l'île par exemple, même parfois les Iliens. Nicolas Arbert recevra des jus de co-créateurs de petits cocotiers et nous parlerons légumes et fruits dans le cadre d'une agriculture moderne, utile et surtout collaborative, sans pesticides, miam, ça donne envie. Hein, Nicolas? C'est toi qui nous dégotes les super nanas ou super mecs qui ont des super idées. Qu'est-ce que je peux moi, juste le meilleur, venu pour le bien. Exactement. En plus, on connaît quand même le petit cocotier parce que donc on connaît les paniers, hein, les fameux paniers de légumes, emportés, on connaît un petit peu. Il ne fait pas que ça. C'est un bavard, il va falloir surveiller le temps de parole. Et je l'entends rigoler de là. Et c'est normal, quand on est passionné, on est toujours un peu bavard. Eh bien, nous parlerons donc ensuite avec Eric Rouget. Alors là, un type formidable, Alain Moine, il propose des balades de mariage à la carte avec une voiture mythique, avec une Quattro 17 des années 80, championne du monde dernier, en plus à une certaine époque, Eric. Alors ça, c'est une voiture de collection, c'est facile comme ça. Voilà. Et l'engin avec lequel vous allez partir en balade se trouve juste dans le hall. Ouais. Et je vous invite, ceux qui sont en train de demander, de passer le voir parce que c'est un engin extraordinaire, c'est un trike. Donc c'est rare, il tient très peu en Martinique, c'est ça. Et c'est les œufs que possède la laine. Eh bien, on en parle dans un petit moment, si vous êtes d'accord. Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme? C'est ouvert ou pas? Alors, attendez, parce que j'ai pas fini ma présentation, on a oublié de présenter Margot.
Margot qui reste avec nous, c'est super sympa. Oui, avec plaisir. Donc elle est revenue semaine 2, Margot, elle est super sympa. Pour une émission, c'est reparti. Margot, on rappelle ce qu'elle fait, là, tu es d'accord? Oui, bien sûr, Margot, c'est une jeune influenceuse et aussi une jeune yogi qui nous partage sa passion sur les réseaux sociaux. Donc, une très belle communauté. On a parlé ensemble la semaine précédente et elle est encore parmi nous pour nous assister sur une belle émission. Super, bien, on se demande si elle va pas devenir chroniqueuse finalement quelque part. Il faudra qu'on discute, parce qu'elle a quand même du talent. On va en discuter. On va en discuter. Bon, allez, je suis d'accord. En attendant, je me tourne vers Super Maya. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Eh bien, bon, ça veut dire super. Oui, c'est super. C'est super, mais d'accord. C'est pour ça que je te posais la question. Alors, Maya, tu es quelqu'un d'exceptionnel pour diverses raisons. D'abord, parce que tu es quelqu'un, d'abord tu es chanteuse, interprète, bien sûr, compositrice. Tout à fait. Mais tu es aussi un personnage. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi? On pourrait dire de toi quoi? Que d'abord tu es une hypersensible sûrement? Comme tu sais. Ah, je sais pas. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est un mot qui circule, ça ne fait pas si longtemps. On entend parler de l'hypersensibilité. C'est quelque chose que je suis, mais petite, ado et tout, on ne mettait pas encore les mots. On me trouvait dans ma famille très, très, très sensible sur beaucoup de choses, mais du coup, c'est bon métier, parce que dans la musique, ça me donne une hypersensibilité musicale. Et puis dans la vie, eh bien, ça me permet d'assez facilement comprendre l'autre, ressentir des choses multipliées par, et, du coup d'être sensible en fait, à ce qui m'entoure. Donc, tu as une grosse spiritualité aussi. Oui, oui. Tu as des choses sur toi. Je vois ça. Donc, ça veut dire que ça influence finalement son comportement global, et dans la partie professionnelle musicale et dans la partie privée, amicale. Oui, je pense en fait. Vu que c'est ancré, c'est personnel, tu vois, c'est à l'intérieur, donc déjà, ce qu'on fait, ce qu'on propose vient de l'intérieur. On est d'accord. Quand tout est contenu. Après, ce n'est pas la spiritualité non plus dans des extrêmes et allant dans tous les sens, c'est juste une question de logique. Parce qu'on est fait de chair et d'esprit, en fait. D'accord. Alors, tu commences ta carrière, pour que les gens te connaissent un peu mieux, tu commences ta carrière à l'âge de 5 ans, et tu participes à l'album d'un poète martiniquais, Roland Rival. Tout à fait. 5 ans. Oui. À l'âge de 5 ans, c'est ça. Et donc, lui a commencé la moto à 5 ans aussi. Il était motard déjà à 5 ans. Je marchais même sur la moto. Ah, mais comme toi, ça écoute tout à l'heure, j'imagine. Mais poète, un poète de son coin, et du coup, ça fixe quand même des choses. On peut raconter un peu cette histoire. Mais c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé là par rapport au fait que mon père, qui est quand même très connu à la Martinique, est précurseur musicalement ici. Et donc, avant même de chanter sur scène, on était déjà, mes frères et moi, baignés dans la musique. Par exemple, toutes les répètes, tous les concerts, on y était. Avant même que je chante depuis l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est vrai que depuis mes 4 ans, je commençais déjà à être inspiré de mélodies et je commençais déjà à écrire des textes, en fait. C'est ce qui a montré à mon père en particulier que j'étais quand même attiré par ça. Je chantais juste et j'étais vraiment... lorsqu'il y a eu cette proposition pour l'album de Roland Rival, j'ai découvert en fait. Bien sûr, vous voulez bien. Et à ce moment-là, quelles ont été tes influences? Je ne vois pas quelle influence il a eu sur toi. Quel regard il avait sur cette démarche que tu es en train de comprendre, qui était la sienne aussi d'ailleurs? Tout à fait. Eh bien, je vais essayer de faire court. Comme tout dans la vie, il y a des choses qui sont génétiques, il y en a d'autres non. Il y a des choses qu'on apprend avec le temps. Et il y a des choses qui sont en nous. Et c'est vrai que je ne mentirai pas, la musique, ça a été prouvé à sa partie parfois génétique. Et lorsqu'on connaît mon père, mais ici, ils ont tendance à l'appeler un peu souvent même le laboratoire du rythme afro-caribéen. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très inspiré, qui a souvent innové dans la musique. Donc créer des genres musicaux, etc. Et j'avoue qu'il m'a quand même refilé une partie de ça. Donc c'était inné. Ils ne se sont pas posé de questions à savoir si je devrais chanter ou pas. Ça s'est fait vraiment tout seul. En fait, c'était inné, on va dire. Tout à fait. C'est une transmission naturelle. Oui, c'est ça.
Alors, à 14 ans, il se passe quand même quelque chose dans ta vie, parce que tu changes de style un petit peu. Enfin, tu trouves un style vraiment différent. On peut en parler, c'est vrai, regarde le film. Oui, c'est ça. Dedans, un petit peu. Eh bien, l'histoire, c'est que ce style n'était pas connu à la Martinique à l'époque. Néanmoins, venant d'une famille de musiciens, faisant déjà des scènes avec mon père et tout, on avait accès quand même à... On allait plus loin, on savait ce qui se passait en France, en Jamaïque et ailleurs. Et il y avait à l'époque, au tout début vraiment, hein, une émission radio, alors c'était sur RDR, je ne dis pas de bêtises, qui commençait à passer le style ragamuffin, mais c'était pas connu en fait dans la Martinique. Et ce monsieur, le général Josué, à l'époque, n'a pas fait long feu et du jour au lendemain, il a vendu tout son matos, en fait. Ah ouais. Tout ce qui était platine, tous les albums des faces B qu'on ne trouvait pas à la Martinique, pour mon frère, en fait. Voilà, mon défunt frère qui a été connu ici beaucoup, hein, sous Alivaille. Donc ça fait qu'à mes 14 ans, on s'est retrouvés avec du matos, quoi, des platines, des solos, des albums, voilà. Et on a commencé justement à faire des... Tu organises le premier sound system. Voilà, c'est ça, qui s'appelait les Rockers à l'époque. Ça, c'est top, quoi. Ouais. T'as 14 ans. Oui, j'ai 14 ans et on n'était vraiment pas nombreux dans les salles, on était à peine une trentaine, quoi. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Tu fais que ça ou tu fais du mal? 14 ans, tu fais tes études quand même. Ah non, je suis toujours à l'école, bien sûr, et à côté de ça aussi, je suis déjà professionnel dans le groupe de mon père. Parce que le groupe de mon père, je suis entré vraiment professionnel à l'âge de 11 ans. Déjà. Oui. Mais bon, en fait, je me suis aussi amené sous Papaya parce qu'avec mon frère, on a compris qu'on avait beaucoup au-delà de la personnalité, de possibilités. Oui. Voilà, d'être autant dans le groupe de papa, autant de l'autre côté à faire des sons de système. J'ai fait beaucoup de danse aussi. Oui. Toi, tu ne le sais pas, Jean-Marc, je suis tambouillé aussi. Donc, à un moment, à mes 15 ans, voilà, j'ai créé un groupe tambou système avec d'autres femmes, d'autres jeunes filles plutôt. Donc, c'est ça, la capacité à faire plusieurs choses en même temps et à bien les faire. Et après, dans les années 90, tu débarques à Paris. C'est déjà un capital, on va dire, expérience, un capital musical, finalement. Un capital de centre musical. Ah oui, oui, je vais pas dire un gros capital, mais un capital avec un grand C. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la Paris? T'es là, t'es écouteuse aussi, t'as quel âge quand tu arrives à Paris? Alors, j'ai 17 ans. Voilà. Alors, j'arrive à Paris, ma musique, elle était ancrée, donc je ne vais pas dire que je suis parti pour la musique, je ne vais pas dire que j'ai fui la Martinique, mais pour des raisons familiales et tout, dans la vie, fait que je suis parti à Paris. Et une semaine après mon arrivée, je me suis retrouvé dans une salle de répétition. Voilà. Un groupe très connu à l'époque qui s'appelait Raga de Force, qui commençait vraiment à prendre de l'ampleur, hein, vraiment nationalement sur la France. Donc, une semaine après mon arrivée, je passe comme ça en répète, voir ce qui se passe musicalement, au milieu et tout. Et voilà que ces personnes qui répétaient me voient, on me présente. Donc, Soupamaya, venu de Martinique. Il n'y avait pas encore les réseaux et tout, donc on ne savait pas, il n'y avait pas cette facilité à savoir ce qui se passe là-bas, ce qui se passe ici. Mais par rapport à la famille, à mon nom de famille, ils savaient que Soupamaya, c'était la fille de tel, la fille de Paris. C'est tout. On m'a demandé, lors de cette répète, de prendre le micro, le bouton blanc et de faire quelque chose. Ce que j'ai fait, et je peux vous dire que quand j'ai fini de chanter, le chef du groupe, donc Mosaï Alivaille, est venu face à moi et il m'a dit: bon, tu viens d'arriver à Paris, si on te demande de quel son, de quel groupe tu fais partie, tu dis Raga de Force. Et ça a commencé comme ça. Parce que là, je suis entré dans le groupe et on est resté pendant, on dira, 4 ans. 4 ans. Et mesdames et messieurs les chroniqueuses, Margot, cette jeune femme que vous voyez là, c'était la choriste attitrée de Tonton David, le regretté Tonton David. Voilà, c'est ça. Voilà, qui est 2 ans maintenant. Oui, c'est ça, malheureusement. Et donc là, je suppose que là, il se passe un truc quand même dans ta vie. Comment tu appréhendes tout ça là? Et bien, franchement, je suis. Il était aussi sympa qu'on le voyait chanter. Il était plus sympa que ce qu'on voyait. Et franchement, je ne suis pas quelqu'un qui a la langue de bois ou qui parle pour caresser les gens dans le sens du poil. Honnêtement, ceux qui l'ont connu, on a eu le temps, au-delà de studio et tout, de tourner. On a fait une grande tournée sur la France. À l'époque, c'était Tonton David, Ayam. C'était les débuts de Ayam. Et une chanteuse qui s'appelait Salia. On est resté des mois à tourner dans toute la France. J'ai fait tous ces albums aussi qui se faisaient
particulièrement à Londres à l'époque. Et David, c'était un grand enfant. Oui, c'est bien. Il ne faisait pas semblant. Voilà, c'était vraiment quelqu'un avec un grand cœur, qui ne se prenait pas la tête, qui ne se prenait pas non plus au sérieux, qui aimait les gens. Et des fois, j'étais même obligé de me remettre sur les rails du professionnalisme. Donc, il faut chanter juste, il faut quand même garder une base professionnelle. Et c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler, à chanter, à tourner. Très, très, très agréable. Et après, pardon, vas-y, Nicolas. Et je t'entends, là, et j'ai l'impression que, un peu comme une abeille, tu dois piquer en douceur. Et je dis piquer en douceur parce que pour faire partie quand même de la scène reggae dancehall dans les années 90, il faut quand même avoir... Il faut avoir du tempérament, c'est vrai. Il faut avoir, être présente en fait, ne pas se laisser faire, c'est vrai. Et puis souvent, j'ai été la seule femme dans les groupes musicaux. Mais même étant la plus jeune, j'étais un petit peu comme leur maman souvent. Je suis avant, ils ont dit la même chose. C'est un peu ça. Hein. La femme, parfois dans le groupe, elle permet de réguler, de remettre les bases, limiter trop d'alcool, trop de trucs, machin, avant les concerts, après les concerts. D'accord. Oui, oui, oui. Et puis c'est vrai qu'ils étaient peut-être plus âgés, mais je faisais déjà de la musique avant. C'est ça, voilà. Donc j'avais déjà quand même un bagage. J'ai souvent, comment dire, coaché, je suis coach aussi vocal en studio depuis l'époque. Donc je les aidais beaucoup même, ne serait-ce que pour corriger toutes les fautes de français dans les textes, etc. Et puis faire aussi leur chœur, parce que je suis choriste professionnel depuis très longtemps. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ma place partout où j'allais. Alors, on parle de choriste, oui, tu as été choriste au Piano Club, etc. Mais à un moment donné, tu prends un peu ton envol, on va dire, quelque part, et tu crées ton premier groupe. On peut en parler? Oui, bien sûr. Raga. C'est pas moi qui l'ai créé. C'est pas toi qui l'ai créé. Je pensais que Raga de Force, c'est vraiment le groupe dans lequel j'ai un peu atterri, ce que je racontais tout à l'heure. Je n'ai pas créé de groupe parce que je suis un électron libre. D'accord. C'est un peu comme tu disais, comme l'abeille. Donc je vole et puis parfois je me pose sur une fleur. Je fais ce que j'ai à faire. Et après je parle et tout, mais toujours dans le même esprit et toujours dans une direction qui est la mienne en fait. Alors quand est-ce que tu pars en solo? Et pourquoi tu pars en solo à un moment donné? Pourquoi tu commences à chanter seul de ton côté? Est-ce que c'était une obligation à ce moment-là? Tu te sentais l'envie d'être quelqu'un d'autre? Eh bien écoute, je te dirais que parmi toutes ces périodes, toutes ces expériences, à côté, je chantais en solo. Je n'ai jamais arrêté ma carrière solo pour un groupe. Donc j'étais dans des groupes et puis à côté de ça, je faisais c'est aussi une liberté de chanter. Exactement, c'est important pour moi. Le temps passe vite. On a reçu Super Maya, donc on peut l'applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Merci à vous. Merci. On parle vite fait pour l'actualité. Rapidement, pour l'actualité. Donc. Alors, la prochaine, c'est dans 2 jours, jeudi. Ça sera passé parce que l'émission sera. Voilà, donc c'est pas la... Bon, c'est pas méchant. C'est ça, donc je ne peux pas donner de date, mais c'est vrai qu'il y aura pas mal de dates à venir par rapport au titre Où c'est Soleil Moi. Ouais, d'accord. Voilà, c'est celui qui va chanter. Voilà, tout à fait. Et puis aussi, un titre, Besoin de Soleil, qui est sorti, ça fait environ 1 an et demi. On a fait un remix, j'ai fait un remix tout en couleur. J'ai trouvé ça pas mal. Il y a d'autres artistes aussi qui ont fait. Oui, c'est ça, le remix. J'ai invité des artistes de cœur de plusieurs pays, en fait, Réunion, Afrique, un peu partout aux États-Unis, en Guadeloupe. Et puis ça a donné Besoin de Soleil remix que je vous invite à découvrir. Donc il y aura pas mal de choses à venir cette année. Eh bien, on applaudit très fort Super Maya qui va nous interpréter donc ce titre avec grand plaisir, Où c'est Soleil Moi. Le micro il est sur le, ici là sur le, voilà, sur le son. Tu vas pas sur le son. Dernière petite chose. Vas-y. Alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, oui. Super Maya officiel. Et sur Super Maya officiel. Voilà, SUPA, plus loin NAYK, Maya officiel. Et sur Insta également, Super Maya. Super Maya. Voilà. Et sur TikTok, et toutes les actus, c'est surtout Super Maya officiel, Facebook. Alors, si vous d'accord, on fait une petite pause publicitaire et pour les gens qui guident avec nous en passant, si vous voulez pouvoir écouter Super Maya qui va nous chanter donc son titre. Où c'est Soleil.
Et vous êtes de retour avec la bande à JM sur Maxime Martinique en direct du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Yes, on applaudit bien fort. On est content de se retrouver, C'est franchement. bon, il est cool. content. On peut l'applaudir. Merci surtout d'applaudir nos chroniqueuses et chroniqueurs. Éléonore Théodose, Allez, Fanny Le bientôt de retour. Ben, Jimmy aussi. Tomer, Orlan, Yonan Namrit, Eric Rouget, Nicolas Aron et bien évidemment JM. De la bande à JM. Et Andrea Tufano, bien sûr. Moi-même, quand même, un petit peu, Eh des oui, fois. elle est là, elle est toujours à la même place, elle est là. Et surtout, merci à nos partenaires Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à Jo Magazine et surtout gtmag.fr. Avec plaisir. Heureusement que j'étais Mag est là. Alors, on se tourne vers Yona, notre super Yona, parce qu'on a eu Supa Maya. Maintenant, on a Supa Yona. Attends. Alors, la reine de l'éducation. Et justement, comme c'est la reine de l'éducation, elle nous reçoit un type génial, c'est Loïc Clémira, un homme important sur l'île, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il crée Indico. Exactement. Mais attention. Parlons bien. Avant de vous présenter cet homme formidable, bien sûr, et son produit super impactant, en tout cas pour notre île, pour notre territoire, à vraiment parler. Allez, j'ai envie de lancer un test, d'accord? Attention, vous êtes prêts, les chroniqueurs, même au niveau de la salle, attention. Allons-y. J'adore jouer. Ah, moi aussi, j'adore. On va faire un petit test culture. Yécri. Yécra. Ah mais non, les gens dans la salle, non, j'entends pas. Yécri. Yécra. Yémistikri. Yémistikra. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Alors, messieurs, mesdames, laissez-moi vous dire, si la cour ne dort pas aujourd'hui, je reçois un jeune homme, Loïc Clémira, qui a envie aujourd'hui d'apporter un produit incroyable pour notre Martinique, c'est le Dico créole. Loïc, j'ai envie de te dire, tu as 32 ans, voilà, j'ai tout dit. 32 ans, un jeune Martiniquais. C'est vrai qu'on est à l'ère du numérique très bien, mais on est souvent à d'autres tendances, on est souvent tourné vers l'extérieur. Et toi, aujourd'hui, tu as décidé de créer un dico créole, de renouer avec ta culture, de renouer avec tes racines. Ça vient d'où, en fait? Tu nous expliques? Après cette belle introduction, je serais presque prêt à partir. C'est bon, on a tout dit, tout est fait. Donc oui, bel bonsoir à tout le monde. Et alors, d'où me vient cette idée? Alors, tout simplement, donc, pour vous expliquer un peu, je suis revenu donc, en Martinique il y a 2 ans, donc retour au pays natal. Alors, retourner avec ma femme et mes 2 enfants. Donc ça, il fallait que je le place pour ne pas dormir sur le canapé ce soir. Et donc, alors pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que ma fille, qui a 7 ans, donc de mes 2 enfants, c'est elle en fait qui m'a un peu insufflé cette idée. Comment? Tout simplement parce qu'elle me demandait très souvent ah papa, comment on dit tel mot créole? Comment on dit algue en créole? Donc elle me posait toutes ces questions et bon, vous me direz si vous êtes d'accord avec cette idée, mais je pense que le rôle de tout parent, c'est de revêtir cette cape de super-héros le plus longtemps possible aux yeux des enfants, avant que le temps fasse son effet. Alors, donc, je me devais de lui répondre le plus rapidement possible, ou en tout cas, lui donner quelques billes. Totalement. Alors, pour replacer tout de même, pour que les auditeurs puissent comprendre, ta fille est née en métropole. Tout à fait. C'est ça. Oui. Donc, elle n'avait pas forcément cette maîtrise du créole comme pour les autres enfants qui sont natifs. C'est ça. Exactement, c'est ça, oui. Et donc, c'est un peu, comme on dit, en mounant des voix. Elle est née donc, en France. Et donc, il y avait quand même ce désir en elle de renouer un peu avec ses racines, puisque je lui parle créole de temps en temps, pardon. Mais je sentais qu'il y avait cette envie. Donc, j'ai essayé d'y répondre, tant bien que mal. Et en y répondant, donc en cherchant sur Internet, puisque je cherchais pour pouvoir lui donner une réponse, je voyais qu'il manquait quelque chose. Il manquait un outil qui me permettait, pour chaque terme, en tout cas, de lui apporter une réponse satisfaisante. Alors, donc, voyant ce manque, je me suis dit, ah là, il y a peut-être quelque chose à faire, afin de pouvoir la satisfaire elle, et peut-être aussi d'autres parents qui seraient un peu dans cette situation.
Alors quand il y en a m'a téléphoné et m'a envoyé un petit message en me disant je reçois quelqu'un qui crée Dico Créole, Loïc Clémira, honnêtement, je m'attendais à un type de 70 balais, quoi. T'as vu? Mais sérieux, je m'attendais à un type qui avait, tu vois, qui avait déjà parcouru son parcours, qui en arrivait peut-être à la moitié, au milieu, aux trois quarts, je sais pas. Et non, 32 ans. Ah, mais... Et déjà un dictionnaire sur le dos. C'est pas trop lourd à porter. Mais étant donné qu'il est numérique, donc on va dire que ça allège un peu la charge. Et justement, l'idée c'est de, comme vous le disiez, on a souvent cette pensée que c'est tout ce qui concerne le patrimoine, tout ce qui concerne ces questions. Ça concerne plutôt les gens un peu plus âgés, quoi, voilà, normalement. exactement. Mais c'est pas, bon, c'est une bêtise. Et surtout, nous, en tout cas, moi, je vois le créole comme sous un autre angle. Je le vois comme un outil, comme une solution. Une force, sûrement aussi. Effectivement, à plusieurs thématiques et dans plusieurs domaines. Et c'est pour ça que je me suis un peu lancé dans cette aventure. Et actuellement, je ne suis pas tout seul non plus, puisque je suis appuyé par, on va dire, des partenaires divers et variés. Nous aurons l'occasion d'en parler. D'accord, super. Dis-moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le plus souvent, en fait, quand on parle de dictionnaire, donc d'outils numériques tournés vers le créole, en fait, moi, mon premier réflexe, en fait, ma première réaction, c'était de me dire, mais je comprends pas, en fait. Maintenant, il y a Google Traduction à la limite. J'ai vu qu'ils ont notamment lancé créole haïtien. Donc pour toi, est-ce que tu touches au créole haïtien? Comment tu structures? Parce qu'il y a pléthore de créoles, réunionnais, guyanais, martiniquais, et bocaïno quand même, guadeloupéens. Quels sont tes choix? Pourquoi les directives? Alors, effectivement, quand vous irez sur Internet, il y a énormément de données sur le créole haïtien. Et donc, vous verrez qu'au niveau du créole de Martinique ou bien de la Guadeloupe, il y a vraiment une carence, puisqu'on ne peut pas traduire automatiquement ces créoles. Alors, je dis nous, puisque nous avons monté une association aussi pour pouvoir un peu structurer toute cette idée. Et nous avons fait le choix de nous porter sur le créole de Martinique et de Guadeloupe, déjà dans un premier temps. Excellent. C'est ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut commencer petit aussi avant de voir plus grand. Et il y a tout bêtement, ce sont deux langues qui sont sœurs. Donc il fallait aussi affranchir des barrières qui sont assez virtuelles et montrer que les deux langues sont ensemble et elles se complètent. Totalement. Et ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu n'es pas du tout attaché au domaine linguistique à la base. Tu n'es pas non plus du tout du domaine du numérique. On a bien compris que c'était vraiment... ton why vient un petit peu de cet élément-là au niveau familial, de ce besoin-là au niveau de ta famille. Mais c'était également intéressant de préciser que toi, tu as voulu en quelque part te professionnaliser et apprendre en tout cas le créole, la construction autour de ce créole. Donc c'est pas juste un outil et puis un porteur de projet lambda qui a une idée. Tu as vraiment fait corps avec ton projet et au sein de ton association, tu nous diras le nom. Franchement, là, vous promotionnez la culture et le créole martiniquais et bien sûr guadeloupéen. N'oublie pas nos frères et sœurs. Oui, effectivement, tu as bien compris l'idée. C'est vraiment l'idée d'une construction aussi personnelle, puisque, je tiens à le rappeler, le créole, c'est vraiment une langue, donc avec des règles, avec vraiment une grammaire, une syntaxe précise. Et donc, il y a eu aussi la nécessité d'appréhender tout ce domaine, donc via des ateliers que j'ai pu faire, qui se sont ponctués par des dictées que j'ai pu remporter, des dictées créoles, qui fourmillent un peu dans l'île, et ça, c'est quelque chose de très positif. Et aussi, il y a eu un apprentissage que j'ai dû mener pour pouvoir construire ce dictionnaire, puisque ça répond à des méthodes de lexicographie, puisque ça aussi, là encore, c'est un métier. Et ne sachant pas le faire aussi, j'essaie de me rapprocher de personnes qui ont cette connaissance pour bien structurer ce projet. Alors aussi qu'on peut le trouver, il y en a, peut-être c'est ça la question, non? Voilà, c'était ça. Alors si tu peux nous le donner, pourquoi pas en créole, ce serait oui, l'occasion. Pourquoi pas en créole, oui. Alors Loïc Clérima, nous comptons, est-ce que vous pouvez dire nous qui côté nous pouvons retrouver actuellement? Mais actuellement, nous, on est tout ça qui niche toi. Donc, nous, on est petit réseau. Donc, on est Instagram, YouTube aussi, et Facebook.
Nous pouvons si nous calculons sa niche sur le site internet. Mais il faut savoir qu'au niveau de ce projet, nous sommes en cours de maturation, donc en construction. Et nous avons donc créé l'association qui s'appelle Cryogène, donc K-R-E-Y-O. G-E-N-E, ça fait un peu comme une musique. Oui, excellent. Voilà, c'est ça. Et donc, cette association, elle permet, et justement, nous avons besoin d'adhérents, nous avons besoin de forces vives pour pouvoir continuer à nourrir ce projet et le construire, puisque nous avons l'ambition de présenter les premières maquettes à la mi-2024. Donc on travaille. Est-ce que tu vas intervenir, par exemple? Non, là on peut plus. Je suis désolé, Eric, vraiment. Mais non, je suis obligé de couper parce que vraiment là, on a vraiment un timing. Je suis désolé, mais on a vraiment apprécié Loïc Clémira, vraiment un homme important pour lui. Je le redis, avec son dico créole, donc on peut trouver sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà. Mais merci à toi en tout cas d'être venu. Ça nous a fait. Voilà. Et bravo à Yona aussi pour la pertinence de cette chronique. Merci encore en tout cas. Et puis à très vite. Et tu peux t'en aller. C'est pas méchant ce que je dis. C'est simplement parce que quelqu'un d'autre va prendre ta place. Mais merci encore d'être venu. Et si tu as de l'actualité, reviens voir Yona, bien sûr, qui te réinvitera sur le plateau. Avec plaisir. D'accord? Ok, mais je vous remercie. Merci encore pour l'invitation. Alors, on est content, on fait tout ça en live, vous avez vu, on est content d'accueillir maintenant Eric Rouget, bien sûr, qui est avec nous depuis un petit moment, il nous fait un peu des photos. Il va recevoir Alain Moine, qui propose des balades, des mariages à la carte avec une voiture un peu mythique, on va voir laquelle. S'il veut bien venir sur le plateau, vous pouvez venir, allez-y. Donc Alain Moine avance, et Eric, je te laisse la parole pour pouvoir poser les premières questions. Voilà, nous allons recevoir monsieur Alain Moine, donc, qui va nous présenter ce qu'il fait et avec quel véhicule, qui n'est pas une voiture, comme tu le disais. Oui, c'est pas une voiture. Oui. Tu vas voir que Alain a un look particulier. Vous ne le voyez pas en direct dans la salle, vous le voyez, mais vous verrez sur GT Mag aussi, je pense. Et il va vous présenter ce véhicule. C'est un trike, en fait. Donc, je vais vous présenter tout d'abord un petit peu Alain, qui est à la retraite depuis quelque temps, mais pas vraiment à la retraite. Et Alain a eu quand même plusieurs vies déjà, puisqu'il a été chauffagiste, routier, constructeur de caravanes, soudeur, cariste, encore brancardier, entre autres, et soignant, pour terminer. Cowboy, non? Soignant en bloc et au mur pendant quelques années là. Voilà. Là, c'est le principal de ta carrière quand même. Tu es aussi collectionneur. Je suis collectionneur. Donc, oui. qu'est-ce que dis-nous ce que tu collectionnes. Eh bien, je collectionne des flippers. Voilà. Alain, il faut vraiment s'approcher du micro très très près. Merci beaucoup. Voilà. Hop, voilà. Vous le gardez à la main, c'est pas un problème si vous voulez. Oui, je collectionne des flippers. Voilà. Jusqu'à combien tu en as eu? Alors, comme j'ai travaillé à l'hôpital et que j'ai travaillé dans un service de SMUR, eh bien, pour me sortir un peu du travail, j'ai commencé une collection de flippers. Alors, il faudrait peut-être expliquer ce qu'est un flipper, parce que je suis sûr qu'il y a une génération qui ne sait pas du tout ce que c'est. Est-ce que les jeunes, vous savez ce qu'est un flipper? Ah, ben bien sûr que non. Je pense que... Il y en a? Oui. Quand même. Bien sûr que oui, quand même. Quand même. Je pense que je suis la plus jeune du plateau, quand même. Hein. Est-ce que vous avez fait claquer non, mais quand je parle des jeunes, je parlais plutôt des enfants, quoi. Il y a des jeunes générations. Tu penses qu'ils connaissent quand même le flipper? Ouais, bon. C'est intemporel. Alors, au Canada, ils appellent ça des jeux à boules. Ah oui, des jeux à boules, le Cap d'Agde, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Donc, pour se sortir un petit peu du travail du SMUR, eh bien, je me suis lancé un petit peu dans la collection de flippers. C'est un petit peu comme les timbres, mais ça prend beaucoup plus de place. C'est un peu plus cher aussi, sûrement. Pas forcément, d'ailleurs. Il y a des timbres qui coûtent cher, oui. À l'époque, pas spécialement. Maintenant, oui, ça a pris une dimension exceptionnelle. Quoi. Ah oui. Donc avec mon épouse, on allait chercher 1, 2, 3, des fois 4, des fois... Et puis ça s'est terminé au bout de quelques années avec une collection de 160 flippers. Ah oui, carrément, oui, effectivement. Voilà. Donc nous étions à l'époque en Aquitaine et je pense qu'on était... certainement... Au moins le roi du flipper, c'est sûr. On pourra peut-être t'inviter pour notre émission pour parler du flipper, mais parce qu'on est là pour parler du trike quand même. Donc je vois que vous êtes parti sur le flipper. On fait ce qu'on veut, Eric, en fait, on s'en fout. Hein. Après, c'est vrai qu'on fait un peu ce qu'on veut, oui. Donc on va parler un petit peu du trike. Alors le trike, c'est un engin particulier pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc à l'avant, vous avez une roue de moto et à l'arrière, un essieu de voiture. En règle générale, je parle de... Et le trike, ça a été inventé par
Léonard de Vinci. C'est lui qui a fait les premiers dessins du trike. Donc ça date un petit peu quand même. Hein. Donc on va dire que c'est un engin particulier. Ça a commencé à être motorisé au XVIIIe siècle par des machines à vapeur. Wow. Puis, en 1881, un trike électrique. Donc ça, c'est pour Jean-Marc. Oui, ça m'intéresse. Déjà, bien en avance sur la transition écologique, le trike électrique en 1880. Mais la voiture électrique a été inventée dans cette période-là, faut pas oublier. Hein. Qu'on fait on n'a rien inventé en fait. Non, c'est ça. Ah non, les premières voitures à vapeur sont passées après aux premières voitures électriques. Et on a abandonné l'idée. Mais voilà. Au début du XXe siècle, il y a eu des marques françaises comme Tero, par exemple, ou Peugeot, qui a fait des trikes. Oui. Puis Indian et Harley Davidson. Et oui, moi je Harley Davidson, c'est le plus connu parce qu'ils ont fait un trike qui a servi pour déjà comme la Poste, par exemple, pour la Poste, pour pouvoir délivrer tous les colis. Qui a servi aussi dans la police. C'était à la jetée, voilà, en fait. Le mec, il ne pouvait pas s'arrêter, il jetait les colis. Il y avait également des tracts dans la police. Aussi. Il n'y en a pas eu en gendarmerie, mais... Alors ça, c'est incroyable. Celui qui détient un engin comme ça de la police, il est riche à millions. Voilà, ça date à peu près des années 30, ça, de 1930, voilà. Et jusqu'aux années 80, par là. D'accord. Voilà. Alors, le trike a réellement pris son essor vers les années 70, après la guerre du Vietnam. Voilà. Parce que en raison des blessés qu'il y a eu, les soldats américains voulaient continuer à faire de la moto. Les GI. Voilà, les GI. Donc, avec leur handicap, ils avaient des soucis et ça leur permettait de faire de la moto. Ça leur permettait d'avoir cet esprit motard toujours. Excellent. Ils ont fabriqué ça, ils ont refabriqué ça et remis ça au goût du jour aux États-Unis pour permettre aux soldats américains de toujours faire de la moto. Alors Eric, le temps défile malheureusement parce que le monsieur a attendu longtemps et il a très peu de temps à l'antenne. Donc il faut qu'on revienne sur son activité principale pour que... Mais donc l'activité principale, c'est de promener les gens. Oui. Donc toujours avec ce même engin. Toujours avec ce véhicule. D'où le petit quiproquo au départ, parce que donc j'avais eu plusieurs photos et j'ai cru que c'était l'Audi que vous alliez amener, alors que c'était le trike. C'était le trike. Voilà, ça arrive. Hein, voilà. Donc je promène les gens sur l'île, que ce soit ou les personnes qui viennent en tant que touristes, ou nos amis antillais qui viennent me voir. Pour passer un moment avec cet engin. Donc je fais des balades d'1 heure, de 2 heures, de 4 heures. D'accord. Des balades à la carte, quoi. En sachant que c'est vous qui pilotez, hein, c'est toujours moi qui pilote. Bien sûr. Donc tu as 2 trikes, hein, c'est ça? Pour l'instant, j'ai 2 trikes. Est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu? Eh bien, le premier que tu as vu, donc, c'est la marque Revaco. C'est un trike bleu. Tous les 2 sont motorisés avec des moteurs Mitsubishi. Oui, ça c'est incroyable, j'ai appris ça ce soir. Hein. Voilà, d'un litre 8 avec 130 chevaux. Wow. Donc il y en a un qui pèse 700 kg, l'autre 800 kg. Alors, en vitesse de pointe, on peut parler comme ça Du 200 à l'heure. Voilà. Une belle accélération. De 0 à 100, 5 secondes 2. Ah ouais. Voilà, donc, mais bien sûr, on n'est pas là pour... Alors une question pour toi, Jean-Marc, ou pour les autres chroniqueurs. Est-ce que vous savez de quoi doit-on être équipé quand on monte sur un trike? De quoi on doit être équipé? C'est la même chose que pour une moto, je suppose. Déjà des gants, un casque. Une ceinture, non? Exactement. Une ceinture de sécurité, sûrement. Oui, exactement. Voilà. J'en ai un qui a avec une ceinture, avec 2 ceintures. Ouais. Et le deuxième, c'est une autre marque qui n'ont pas de ceinture. Et je te remercie parce que tu as réglé un de mes problèmes ce soir, parce qu'il y en a un petit souci de transport, et je pense que ça sera assez facile d'aller la chercher tout là-bas au fond de l'île, et je la ramène en un quart d'heure. C'est royal. T'as vu? Tu vois, je pars à moins quart, à 8 heures, on est là. Tu vois? Il n'y a pas de souci, cheveux au vent. Cheveux au vent. Donc voilà. Alors, les gens doivent vraiment apprécier ce genre de balade-là, non? Comment ça se passe, le retour? Oui, tout à fait. J'ai jamais eu de personne qui était... Déçu, déjà? Déçu, non. Oui. Non, mais qui avait du mal à dire « Oh non, je ne vais pas monter dessus Non. Mais aussitôt qu'ils ont fait le pas, qu'on les a équipés de Charlotte, de casques, on a fait nos 4-5 premiers kilomètres et... On adopte. Ils sont ravis. Oui. Ils sont ravis de monter sur un véhicule qui est quand même extraordinaire, qui est quasiment pas vu, quoi. On voit pas ça. Moi, je le croise de temps en temps. Ça m'est arrivé de vous croiser, sûrement. C'est simple qu'on aille n'importe où.
on ne peut jamais repartir du magasin d'où on vient de rentrer à l'heure prévue, quoi. On est toujours un quart d'heure, 20 minutes à discuter avec les gens, à donner des Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait dernièrement? On ne peut pas, malheureusement. On est pris par le temps. Je suis désolé, Eric. Hein. Tu vois, je t'ai dit, les chroniques doivent être plus rapides parce que malheureusement, il y a une frustration qui donne. Donc, il faut maintenant qu'on sache vraiment comment qu'on peut vous contacter. Alors, donc, je suis à Cap-Macré au Marin. Voilà. Il faut absolument venir nous voir là-haut pour être équipé. D'accord. De casque et de Charlotte. D'accord. Jean, basket, c'est le mieux. D'accord. Voilà. Et suite à ça, nous partons pour 1 heure, 2 heures, 3 heures. Exactement. Je fais aussi des mariages. D'accord. Voilà. Dernièrement, on a fait le Père Noël pour la ville du Galant et la ville de Rivière-Pilote. D'accord. Donc voilà, on fait plusieurs animations qui nous permettent mais en même temps de nous faire découvrir et de faire plaisir aux gens, quoi. Alors, il y a un téléphone où on peut vous joindre? Est-ce qu'il y a un téléphone où on peut vous joindre? Bien sûr, le 06 96 39 17 05. Alors, oui, je rassure tout le monde, sur la vidéo, vous verrez les images de la machine et vous aurez donc toutes les coordonnées pour pouvoir réserver éventuellement. On peut nous retrouver sur Facebook, on a un site internet qui s'appelle... Comment ça s'appelle? Il y a un nom particulier? Aventure, Trike, Martinique, donc .com pour être sur le site internet. D'accord. Autrement, sur Facebook, Aventure, Trike, Martinique aussi. Voilà. Donc je demande d'applaudir bien fort Éric Rouget d'avoir reçu Alain Moine. C'est une très belle idée pour ces balades en trike, mariage à la carte, balade à la carte plutôt et mariage. C'est un engin plutôt mythique, on peut le dire, véritablement, on l'a compris avec... Et original. Et original, bien sûr, par définition. Si vous êtes d'accord, on fait une petite pause publicitaire et on revient pour la dernière partie de l'émission. Merci encore Alain d'être venu, vous avez patienté beaucoup. Ça nous a fait plaisir de venir. C'est très gentil à vous, franchement, et j'espère que vous aurez 2-3 retours grâce à cette émission. Merci. Et on viendra vous voir sûrement à l'occasion. Et, voilà. Et pourquoi pas faire un essai avec vous? Pourquoi pas? Voilà, et ça serait très intéressant pour GTMac cette fois-ci. Et on va vous recontacter pour ça. D'accord. Merci encore. Et on fait une petite pause publicitaire. À tout de suite. Et vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Yes, on est super content. On reçoit que des gens intéressants là, franchement. Merci de nous applaudir, surtout les chroniqueuses et les chroniqueurs, avec Éléonore Théodose, Vanille Lemouliec, Jimmy Thomer, Orlan, Yonan Namrit, Éric Rouget, Nicolas Aron. Et bien évidemment, JM de la bande AJM. Allez, super, vraiment. Le plus grand, le plus beau. Ancien mannequin international. Et surtout, merci à nos partenaires Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à Joe Magazine et surtout GTMag.fr. Rien à foutre, Andrea. Tu lui sors un truc, non, elle a son business à faire, donc elle fait son business. J'ai pas compris, tu m'as dit Non, c'est pas grave, c'est parce que je t'ai dit un truc, mais tu l'as pas relevé, t'as pas entendu. Je t'ai même pas entendu. Voilà, c'est ça. Non, mais ça a permis de plaisanter en fait. Merci Andrea Tufano qui nous fait les retours antennes, mais pas seulement bien sûr. Je rappelle qu'on retrouve Andrea Tufano dans les essais automobiles sur GTMag, il y a des journalistes, bientôt journalistes, et on a le droit à des articles très intéressants sur gtmag.fr. Allez la voir, je vous le propose. On est content de se tourner vers quelqu'un qu'on connaît bien maintenant, c'est Nicolas Aron. Oui. Nicolas Aron qui reçoit aussi quelqu'un d'important pour Lille. On a vu un peu la partie culturelle, littéraire. Et il ne faut pas oublier la partie, on va dire, nature, création, écologie, manger. Manger surtout, on aime ça. Manger, bien manger. Bien manger, sainement et naturellement. Voilà. Vanille et cocotier. Ça aurait pu s'appeler comme ça aussi. Spoiler. Tu sais, les marques pour enfants. Là, Vanille n'est pas là. Cerise et chocolat, je sais pas quoi. Vanille et cocotier, c'est pas mal. Bon. On fait un concept, tu me files 30% par contre sur le chiffre d'affaires. 10%. Bon d'accord, allez, ça marche. C'est dur en affaires. Allez Nicolas, c'est à toi. Bon, alors tu l'as dit, aujourd'hui on reçoit André Jude, le co-créateur de Petit Cocotier. Alors André Jude est péléen, il est donc du... Morne rouge. Merci. Rouge comme la passion qu'il anime pour le verre et pour l'humain. Rouge
comme les terres volcaniques dorénavant patrimoine mondial de l'UNESCO sur lesquelles se trouve son agro-ferme Petit Cocotier. Bien que tout ne soit pas rose, l'horizon se veut bleu, même si parfois le temps est gris près de l'Apelli, n'est-ce pas? Waouh. Il se bat au quotidien pour faire découvrir le Il y a eu de la recherche par ici. C'est que le mec, il écrit en plus. Il y a du Non, mais boulot. attendez, non, mais Nicolas, arrête-toi 2 secondes. Non, mais attendez, les filles. Là, il y a un boulot quand même. Tu vois ce que je veux dire? Là, moi, je rajoute, tu vois, il est beau, il est poète. $3, quoi. Ça vient du ciel, de l'arc-en-ciel. Le mec, il a bossé. En fait, il a arrêté tout le reste. Toutes les couleurs. Il a mis toutes les couleurs. Il a arrêté tout le reste. Il a fait que ça cette semaine. Ce qu'on dit pas, c'est que ça m'a mis 31 jours quand même. Alors, André Jude se bat au quotidien pour faire découvrir le fruit de son travail, du dachine à l'ananas, de la vanille à l'orange. Waouh. Pourvu que ça soit sain et naturel. Donc, initialement, il proposait des paniers de fruits et légumes. Et aujourd'hui, Petit Cocotier devient grand et se veut acteur de la transition agroécologique. C'est désormais une fédération de 22 agriculteurs, en majorité des femmes, très important, qui utilisent leur savoir-faire pour cultiver sans herbicides, sans pesticides. Relation directe avec Margot. D'accord? Yes. Oui, ben, relation directe les avec Margot. fruits et les légumes, ça me connaît. Alors, obligé de faire des affaires, là. C'est obligé. J'y ai pensé tout à l'heure, en plus, quand j'ai entendu l'intervention de Margot, mais bon, j'attendais la fin de l'émission pour en faire la mise en relation. Alors, ton travail a été reconnu et récompensé, puisque Petit Cocotier était lauréat Outre-mer sur l'innovation collaborative et le développement durable en 2019. Bravo. En plus, en plein Covid. Merci. Excellent. C'est une équipe. Alors, c'est peut-être... je vais peut-être un petit peu caricaturer, mais on peut parler d'une agriculture plus utile que mercantile? Question, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, qu'est-ce qu'on entend par mercantile, en fait? Finalement, on a besoin de vivre, on a besoin de survivre. Et droit dans nos bottes, terre à terre, on va dire qu'on a besoin de vivre. D'ailleurs, je crois que certains agriculteurs le manifestent en France. En ce moment, c'est un peu l'actualité, c'est vrai. Mais au-delà de ça, il faut resituer les choses. C'est-à-dire, en fait, on est là pour nourrir une population locale. Et en fait, c'est plus le sujet de l'agriculture aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est changer des capitaux, des devises à travers la planète, comme des Nike, des t-shirts. Mais là, il faut revenir au vrai sujet. Donc, oui, on veut gagner, on veut survivre et vivre. Mais en fait, on ne veut plus que l'agriculture soit juste une valeur à échanger sur des marchés, mais revienne à l'essentiel, ce qui nous permet de vivre, ce qui nous permet de parler au micro aujourd'hui, ce qui nous permet d'être là. Voilà. Alors, tout à fait. Revenir aux bases, très important. Alors, aux racines même. Aux racines. J'ai cru lire qu'avec 1 hectare, Petit Cocotier pouvait nourrir jusqu'à 400 personnes. Alors, justement, je ne suis pas devant vous comme un farmer hippie, tu sais, avec des fleurs. Ouais. Je suis un farmer militant, un gentleman farmer militant. Et j'ai envie de dire juste, en fait, vous voulez des chiffres? On a donné des chiffres. Je suis issu de 4 générations dans l'agriculture, depuis mon arrière-grand-père. Et Petit Cocotier a 9 ans, presque 10 ans aujourd'hui. On a donné des chiffres. On est les seuls au monde à avoir mis les chiffres en ligne en open source. En fait, juste, on a toutes les preuves, on a montré. Par contre, on ne va pas y arriver seul. On a juste dit que voilà, on a prouvé en 10 ans qu'avec 1 hectare, on peut nourrir 400 personnes. Il suffit de faire la multiplication. 44 fermes comme Petit Cocotier, on a la souveraineté alimentaire en Martinique. Donc en fait, plus personne ne peut venir parler, que ce soit politique, institution ou autre dans le monde. Que c'est pas possible. Voilà, parce que c'est pas possible. Voilà, en 10 ans, tu as fait la preuve. Voilà, donc c'est un sujet hyper important. Là, tu es en train de dire que la Martinique, alimentairement, peut s'autosuffire. Souveraineté alimentaire, tu multiplies nos fermes par... précisément, on a le chiffre parce que tout le monde sait faire des mathématiques. Tu mets 44 fermes comme la nôtre. On a la souveraineté alimentaire. Pareil, pour les mathématiciens, les financiers, les comptables, une installation de ce type, c'est 200 000 euros. En fait, quelle institution, quelle politique, quelle nation ne peut pas donner 200 000 fois 40 Je ne sais pas. Voilà, ça c'est très faible comme chiffre. Mais est-ce que c'est finalement, une question juste, est-ce que c'est finalement pas aussi une agriculture militante, en fait, à quelque part? Mais comme je te dis, je ne suis pas venu en hippie, je suis venu en militant. Et en fait... c'est pas seulement militant, en fait. Militant, c'est pas moi seulement, hein. C'est les citoyens, les co-citoyens. En fait, n'oubliez jamais qu'avec votre TVA, tout ce qui est là, même le micro, là, tu as payé une TVA dessus, on
on finance des systèmes qui te mettent en insécurité alimentaire. Mais de toute façon, on n'est quand même pas les rois du circuit court en Martinique. Je veux dire, on sait quand même pas trop faire. Je parle du consommateur cette fois, je ne parle pas du producteur. Mais le consommateur, lui, il a quand même des grandes habitudes ancestrales, on va dire presque, qui sont les habitudes d'aller en grande surface, de ne pas réfléchir. Tu crois pas que c'est en train de changer justement, ça, Jean-Marc? Tu crois pas que c'est en train de changer justement avec... Non, mais j'espère que c'est en train de changer, mais j'en suis pas certain. Mais ça c'est pour ça que je pose la question. C'est intrinsèquement lié aussi au fait qu'on est insulaire. Enfin, ça, on peut pas le nier aussi, le système. Oui, enfin, l'insularité n'a rien à voir avec la production, parce que monsieur produit, il est insulaire. Oui, mais par rapport à la superficie et les échanges que l'on peut trouver, par exemple, en Europe, le circuit court est forcément plus facile à appliquer qu'en Martinique sur... Moi, je pense que c'est pas ça. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'existe pas, tout simplement, ou très peu. Alors vas-y, maintenant, c'est toi le spécialiste, bien sûr. Justement, la bonne réponse. La bonne réponse, voilà. Et la bonne réponse, c'est simplement... C'est une conjonction entre toutes vos réponses, géographiques et historiques. Bon, historiquement parlant, on va oublier les débats, on va être très, très simple. On oublie tous les débats historiques compliqués. Il y a un système qui est installé. La Lune, la planète Lune, le satellite, peut être une colonie. Une colonie, on te demande une seule chose, c'est tu produis 2 ou 3 choses et on t'envoie le reste. Donc, la Martinique, on est dans ce système perpétué par l'histoire. Mis à part ça, la géographie, bien sûr, n'importe quel terroir au monde, n'importe quel terroir, l'Auvergne, la Bretagne, la Martinique et tout, peut produire pour sa population. Maintenant, il faut une volonté et des investissements dessus. Tout simplement. Maintenant, si l'investissement n'est pas fléché dessus, si l'argent n'est pas utilisé dessus, bien sûr, on arrive dans cette situation. Mais ce n'est pas propre à la Martinique. C'est propre à toutes les régions françaises, c'est propre à tous les terroirs français, européens et même dans certains endroits mondiaux. Donc, en fait, nous, on a justement, c'est intéressant ce que tu as dit, le milieu insulaire maximise les émotions, les sentiments et les situations. Sûrement. C'est-à-dire, dans un milieu insulaire, tu exprimes plus les choses, tu es plus contraint à certaines choses et tu vois des réalités de manière différente. Non, mais plus intense. Oui, c'est ça. Une intensité dans les îles. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Donc, une pression. C'est juste, il ne faut pas se laisser biaiser par ça. C'est une situation internationale, nationale, et qui est plus prenante ici, et qu'on peut le régler au quotidien avec les citoyens, les co-citoyens, en prenant juste conscience que oui, c'est possible. Mais tes clients, excuse-moi Nicolas, mais tes clients, donc c'est des consommateurs, donc des particuliers. Ce sont des gens qui ont quoi, une philosophie. Ils ont décidé d'arrêter les grandes surfaces et de venir chez toi, ou ils ont décidé de venir chez toi en continuant à consommer ailleurs. Comment ça se passe? Comment tu les ressens ces clients-là? Qu'est-ce qu'ils te disent? Alors, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire il ne faut pas prendre de côté frontal. C'est-à-dire souvent on met l'écologie de manière un petit peu dictature. On se dit, éteins la lumière de ta salle de bain, sinon tu vas tuer la planète après 20 heures. Non, il faut le prendre avec le sourire. C'est des gens tout simplement qu'on dit, écoute, on va l'aider à cultiver, à planter. Ce qui pousse, on prend et puis c'est tout. En fait, on peut vraiment, au quotidien, sans se stresser, sans se mentiriser, on peut au quotidien changer notre monde. C'est-à-dire, on se dit simplement, on va faire autrement. Si lui produit à proximité, je dis volontairement de la bière ou sa petite vanille ou le reste et tout, je vais prendre chez lui. Mais on n'a pas besoin de se mentiriser et s'imposer des choses. On doit juste dire en toute simplicité quel choix je fais pour demain et pour moi et pour ma santé. Non, ce que je voulais dire par là, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait on est une société de facilité, soit une société d'hyper-consommateurs. Oui. L'offre est réduite, c'est vrai, par définition. C'est vrai. On nous fait manger des choses qu'on nous impose presque à quelque part. Parce que quand tu vas dans un magasin, une grande surface, peu importe laquelle, mais quand tu vas dans une grande surface, tu manges que les acheteurs ont acheté. Donc en gros, tu as toujours les mêmes produits sur les mêmes bases, etc. Donc on connaît les problèmes économiques de la Martinique aussi. On sait qu'il y a 30% de la population qui galère vraiment financièrement, donc ils mangent des produits importés de je ne sais où, dont la qualité est franchement à remettre en question dans beaucoup de la viande en particulier. Ce que je veux dire, c'est que cette société-là, elle n'est pas encore prête, peut-être, je pose la question,
à changer ses habitudes, justement. Mais non, mais alors, je te rappelle, en revenant à l'histoire, à la géographie, sans entrer dans des... Excuse-moi, mais je me rappelle d'un truc sur les réseaux sociaux quand un grand magasin sort des tables pliables à 40 € et que tout le monde se tape dessus pour avoir sa table à 40 €. Je me pose des questions, en fait. Alors, écoute, franchement, tu reviens toujours à l'histoire, à la géographie, et je te dis un truc simple. On est normal. Le milieu insulaire que je peux étendre à Manhattan et à l'Île-de-France, ce sont des îles, hein, Manhattan et l'Île-de-France. Donc, le milieu insulaire, tout le monde se connaît. Tout le monde est dans les mêmes business, d'accord? Et en fait, on arrive aux mêmes situations. La Martinique, on est dans un paradoxe maximal propre au milieu insulaire. On est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a 85% de la biodiversité en zone tropicale. Dans cette biodiversité, il y a 36 hotspots au monde, 36 dans toute la planète Terre. La Martinique est dans les 36 hotspots. C'est-à-dire qu'on peut tout produire en Martinique. C'est une grosse fierté déjà. Grosse fierté. Mais limite fierté qui revient à la Mandane-Pelé. Hein. C'est grâce à ce terroir volcanique qu'on peut tout produire. De la vigne, tout ce que tu as envie, tout ce que tu imagines. Et on écorte les 3/4 de nos fruits et légumes. C'est-à-dire que c'est une situation historique. C'est pas notre faute, c'est l'histoire qui a fait ça, c'est comme ça et tout. On peut juste se rendre compte de ça et se dire que merde, on peut, désolé pour le mot, mais on peut tout produire. La situation historique a fait qu'on importe les 3/4, mais réfléchissons un moment, à n'importe quel moment, le monde peut se bloquer. C'est arrivé avec l'Ukraine. Et au niveau prix, t'es comment alors? Et quoi? Au niveau prix, t'es comment? Parce qu'on a connu le porc local plus cher que le porc importé. On a connu la banane plus chère ici que la banane à Paris. Faut le dire aussi. C'est-à-dire que est-ce que les producteurs, quand ils tombent dans l'écologie, est-ce qu'ils jouent le jeu aussi de la tarification? Est-ce qu'ils proposent vraiment un tarif adapté pour une clientèle qui a besoin de ces produits-là, mais qui serait tentée d'aller l'acheter ailleurs parce que les prix sont trop chers? Alors, c'est pas méchant, hein, c'est pas une attaque, non, mais hein. c'est très bien, ta question est géniale. C'est-à-dire qu'en fait, personne au monde ne sait comment ça fonctionne. Et ça, c'est important. Personne ne sait comment ça fonctionne. On ne sait pas pourquoi l'agriculteur veut polluer les sols, pourquoi il veut polluer tout le monde, pourquoi il met des prix très hauts. Mais quand tu rentres dans le détail, et c'est l'objet des manifestations et le reste, tu comprends tout, en fait. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, ce n'est ni sa faute, ni celle du consommateur. C'est ça qu'il faut le dire. Et tout. Juste, avec ton argent, ta TVA de tous les jours, il y a des gens qui décident qu'ils vont donner de l'argent là, plutôt que là. Il ne faut pas oublier, pendant qu'on était tranquille en été, juillet, août, là, en 2023, l'année dernière, ils ont supprimé carrément le maintien à l'agriculture biologique. C'est ça, tu tapes sur Google, tu as la réponse, hein, tout de suite. Hein, on peut même pas dire que j'ai dit des bêtises. Vous n'avez plus aucune aide? Non, ça veut dire qu'en fait, ils ont montré au monde entier, en Europe, qu'en fait, on s'en fout que tu fasses de l'agriculture biologique. C'est-à-dire, en fait, ils ont supprimé en plein été 2023, hein, ça date d'un an, même pas d'un an, de quelques mois. Et tout ça pour te dire qu'en fait, tu prends de l'exemple en Martinique, si 85% des subventions vont sur une seule monoculture, bof, évidemment, si tu vas proposer une autre, elle sera plus chère puisque tu n'es pas aidé, tu n'es pas subventionné. L'autre, elle est super aidée, elle est super surtout subventionnée. que c'est difficile en plus, le milieu agricole, avec la pente dans un borne, on ne cultive pas aussi facilement qu'en métropole dans un champ plat, donc il y a un coût pour ça aussi. Alors, je suis solidaire de tous les terroirs, parce qu'on est solidaires entre nous, les terroirs. Tu as totalement raison, le milieu tropical a plus de contraintes. Mais ce que je veux dire dans ça, c'est que non, on n'a pas à taper sur le consommateur. Oui, c'est plus cher pour lui. Mais il faut qu'il se pose la question, pourquoi c'est plus cher pour lui? Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de donner de l'aide à ce qui est tranquille. Et ce qui est plus cher pour lui, on ne va jamais donner d'aide là. Et renseignez-vous. Hein. Je n'ai pas forcément l'antenne et le temps. Mais si je t'explique un seul truc sur le POSEI, c'est-à-dire ce dispositif qui permet de soutenir ça ou ça, tu comprends tout de suite que, en fait, le choix ne nous appartient pas intégralement, mais on peut le faire pencher en notre faveur, tout simplement. Nicolas.
Tu as parlé tout à l'heure justement des 85% de la biodiversité qu'on représente en fait. Donc je sais que ta démarche elle est aussi profondément écologique. Et ce qui est curieux, c'est que bien qu'on représente donc 85% de la biodiversité de la planète, il n'y a pas de label bio spécifique aux zones tropicales. Comment tu l'expliques? Alors, c'est toujours le même paradoxe. C'est-à-dire, j'ai dit 85% de la biodiversité en zone tropicale. On parle d'automobile, on parle de football aussi. Vous avez bien vu que même en Angleterre et le reste, les symboles automobiles ou des clubs de football, c'est des lions. Ouais, ce sont des lions et des animaux qui, en fait, tu les croises pas en Angleterre. Hein. Vous avez vu des lions à London? Non, voilà. Ça veut dire qu'à un moment, les lions ont été dans ces régions-là. Et j'ai envie de dire qu'en fait, tout le milieu planétaire a été tropical à un moment. Et oui, c'est parce que la vie a choisi le milieu tropical. Donc, en fait, je ne dis pas ça pour nos zones, je dis ça pour la zone mondiale. Nous sommes sous le soleil, nous prospérons sous le soleil, nos cultures prospèrent sous le soleil. Et encore un autre paradoxe du monde, aucun label biologique n'est pour les zones tropicales. Alors que, je sais pas moi, excuse-moi, je sais pas moi, je donne les Suisses. Les Suisses sont super, et Belges sont super forts en chocolat. Ben, combien de cacaoyers il y a autour des lacs de Genève? T'en as vu beaucoup en allant à Genève? J'y suis allé, j'en ai pas vu beaucoup. T'as pas vu trop de cacaoyers? Voilà, voilà. Donc c'est pour te dire, voilà le paradoxe. C'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, raison. il faut remettre de la logique, du sens et du lien. Alors, qu'est-ce qu'amène Petit Cocotier finalement dans ce brouhaha, comment dire, écolo, économico, politico, statutaire? Ouais, ok. Qu'est-ce qu'amène en fait Petit Cocotier? Quelle est ta démarche aujourd'hui auprès de ces consommateurs? Alors, martiniquais, bien sûr. C'est voilà, en lieu de justement, on n'est pas dans la critique, on est dans la proposition. On veut remettre du sens, de la logique et du lien. Tout simplement. Une agriculture bio, pas bio-business, une agriculture bio-business qui assomme le consommateur, comme tu dis. Une agriculture bio-logique, avec le mot logique, du sens et du lien. On revient à l'être humain, qui est à côté de chez nous, et qui est peut-être qu'ailleurs, avec des épices. Mais en tout cas, on soutient sa démarche parce qu'on y croit, en fait. Est-ce que tu fédères autour de toi d'autres agriculteurs? Oui, 22, on a dit. Non, mais c'est bien sa question, et je relis les tout. En 9 ans, quand même, on a autour de nos valeurs, de notre manifeste, qui est justement, Nicolas l'a souligné, fondamental, parce que c'est sur ça qu'on se base pour le premier label biologique tropical. Tropical, voilà, c'est le mot. Qui n'existe pas. On s'est fédéré. Il faut rappeler que c'est 22 paysannes et paysans pays qui sont là. Eh bien, déjà, les 3/4 sont des paysannes. Voilà. C'est dingue l'application des femmes dans notre société. Voilà, mais les 3/4 sont des paysannes. Au niveau des artistes, on l'a vu. Au niveau façon de penser peut-être plus rapide que les hommes. C'est fort. C'est une société qui peut démontrer des choses, en fait. Mais oui, mais attends, mais tu as dans notre équipe, dans notre fédération, on a autant une Leïla, que je salue. Son père, c'est le meilleur pépiniériste de l'île. Je confirme. Voilà. Elle peut cabrer avec son quad et récupérer ses melons et ses pitayas. Et puis tu as notre profil, c'est Liliane, c'est une infirmière en reconversion. Elle a décidé d'être à Joupa Bouillon avec ses poules et ses maracoudias. C'est fabuleux. Voilà, en fait, c'est tellement, c'est tellement divers. Et c'est ça qui est beau parce qu'en fait, c'est des personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes éthiques et qui ont décidé qu'en fait, on peut construire un truc ensemble et on peut s'octroyer de la confiance et un terroir à soi, en fait. Et est-ce que tu fais ta transition énergétique avec l'automobile ou pas? Parce qu'on parle d'auto aujourd'hui, hein, finalement, quelque part. Oui, j'ai bien compris ça. Rassure-moi, dis-moi que tu roules en véhicule électrique, au moins hybride. Alors, ce qui est cool, c'est que ton tracteur est
électrique. Alors nous utilisons des ânes et des chevaux, c'est pas vrai. Mais tu sais qu'un jour il y aura le retour à la charrette et au bœuf, hein, tu verras, c'est pas vrai. Non, mais alors ça arrive en France métropolitaine, il y a des paysans qui reviennent à la charrue et qui reviennent au bœuf, qui reviennent à la charrette. Les bûcherons. Et il y a dans le Luberon en particulier, parce que je connais un peu le Luberon, il y a vraiment des fermiers écolos qui repartent comme ça sur des bases. Bon, alors je pense qu'on est un peu excessif, mais. Non, mais tu sais, nous on est francs et clairs sur ça. On pourrait revenir à ça, cheval et le reste, mais non. Nous, on sait qu'il faut de la mécanisation, on l'utilise, mais à bon escient. À bon escient. Voilà. Le motoculteur, il lui passe une seule fois. Excuse-moi, on a des champs. Le motoculteur, il passe une seule fois. Ça veut dire qu'on a usé 4 litres en 8 ans. Je ne sais pas si quelqu'un peut battre ce record. Ah, c'est difficile. Et puis, pareil, là, je ne sais pas si je peux le dire à l'antenne, mais en fait, nous, on garde le secret, mais dans le Nord Caraïbe, il y a plus de 150 véhicules qui roulent à l'huile de friture. Oui. Et qui roulent, je dirais, à d'autres combustibles. Oui. Mais en fait, nous, c'est ça notre démarche. Tu sais, nos amis agriculteurs, agricultrices, paysannes, paysans, pays de Cuba, du Brésil, que je salue, ils reprennent des anciennes 403 et le reste, c'est tout. Ils transforment le moteur. Et puis, c'est l'éthanol qui parle. Hein. Tu plantes de la canne et puis on y va. Hein. Bien sûr. Et nous, on prend des vieux véhicules aujourd'hui, on y va avec ces vieux véhicules. Ce sont des véhicules, c'est sûr que la tôle n'était pas faite pour les milieux tropicaux. Mais le reste marche, bon. T'inquiète pas. On peut se mettre sur la liste d'attente. C'est pour un ami, c'est pas pour moi. Ah, d'accord. J'ai pas dit ça. Bon. Voilà. On est obligé de clôturer l'émission. Donc, comment on peut contacter donc, Petit Cocotier? Quel est le principe? Alors, c'est tout simplement, tu vas sur petitcocotier.co, pas .com, .co. .co, donc CO. CO, exactement. Tu viens, il y a quand même 5 créneaux par semaine aujourd'hui pour venir voir la vanille Ray, la vanille Volcan, tiroir exceptionnel qu'on développe, standard international dans le monde entier. Et puis tu viens nous voir, tu vas voir les véhicules, tu vas voir une vanille Ray, tu vas voir une agroferme, tu vas voir tout un écosystème qui explique comment on peut demain recomposer et faire une vraie révolution. Parce que finalement, une révolution, si tu reviens au mot latin, revoltare, c'est un retour, comme la révolution de la Terre, autour du Soleil. Ouais. C'est un retour aux racines et aux sources. Ouais. On peut remercier, si vous êtes d'accord, et même l'applaudir, André Jude, co-créateur de Petit Cocotier, le son d'éco-politique, on va dire, local et tropical. Et tropical, oui. Voilà, toujours. donc très intéressant. Donc on va aller voir Petit Cocotier. Donc, et volcanique, j'ai envie de dire. Et volcanique. Petitcocotier.co, on a bien retenu. Parlez-en autour de vous, criez-le pendant le carnaval. La bande AJM est de retour à l'arrobase, mais aussi sur Maxi Martinique et en simultané vidéo sur gtmac.fr. C'est la fin de l'émission. Elles font du moins ils et elles font le buzz chaque semaine dans le paysage audiovisuel de Martinique. Nos chroniqueuses et les chroniqueurs sont bien là. Je veux parler d'Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort. Merci à elle pour son invité, qui est resté d'ailleurs. Merci à Margot, du coup. Merci à vous de m'avoir invité. Ah ouais, mais Margot qui est restée, qui a fait du rap, elle est trop gentille. Merci à Orlan Nadivadizou qui revient dans pas longtemps. Vanille Lemouniac qui revient aussi de Métropole dans pas longtemps. Eleonore Théodose, Yona Namrit, merci pour ton intervention. Surtout la dernière qui était primordiale pour bien faire avancer l'émission. On reprendra compte. Mais aussi Jimmy Tomer, Éric Rouget. Merci Éric pour ton invité et son trike, c'est ça? Allez voir. Voilà, allez voir absolument. Donc, et puis bien sûr, merci à Nicolas Aron et bravo pour ta chronique, encore une fois, qui était originale. Toute l'équipe était drivée par JM de la bande AJM, vous le savez. Merci à nos partenaires et fidèles partenaires, le Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy Martinique, l'Arrobase, le restaurant Dîner Spectacle du Casino Batelière Plaza et son chef de cuisine Alain Trénois. Merci à Super Maya
Elle sort ses derniers titres, Besoin de soleil ou C'est Soleil Mouais. Donc merci à elle. Elle a chanté pour les gens qui étaient présents à l'Arrobase. Donc pensez à venir manger avec nous un mardi sur 2. Merci à Loïc donc Clémira, un homme important pour l'île, puisqu'il propose un dico créole, rappelez-vous, donc c'est plutôt intéressant. Merci à André Jude de Petit Cocotier qu'on vient de voir. Et donc merci à Alain Moine qui propose donc des balades, rappelez-vous, avec son super engin à 3 roues, on peut dire, hein, véritablement. C'est une espèce de tricycle, mais tricycle, mais alors surgonflé, on va dire. Hein. D'accord. 200 km/h. Un tricycle pour les grands. Même le radar n'arrive pas à le capter, en fait. D'abord, il comprend pas ce que c'est comme engin, donc c'est pas dans le logiciel du radar, en fait. Bon, je plaisante parce que, en plus, Alain Moine, je suis sûr que c'est quelqu'un de sérieux. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous tous. Et bonne semaine. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine avec grand plaisir. Et puis, merci donc à nos spectateurs ici à l'Arrobase. Merci à vous. À la semaine prochaine. À très vite.